qui est voilà, alors donc ça c'est déjà une première chose. Louise a Oui, lancé l'enregistrement et c'est important parce que nous mettrons tout en ligne le replay et on fera un compte rendu aussi. Donc ça, voilà, ça c'est un élément. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des précédentes rencontres qui étaient plutôt on a appelé ça des grands entretiens avec des élus. Donc pour alimenter ce chantier qui s'appelle Ambition pour la participation pour 2026, avec l'objectif de produire un document et de partager un document sur les enjeux, l'état de lieu et les défis, surtout les défis, les ambitions qu'on souhaite partager ensemble pour plus de participation, renforcer cette participation citoyenne dans notre démocratie. Et on sait que à la fois on a franchi déjà pas mal d'étapes, et on voudrait pas forcément toutes les redescendre en 2026, mais on en a encore beaucoup devant nous. On a plein de défis devant nous. Voilà, là aussi je vous propose d'aller sur le site internet de l'ICPC et si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous mettre des éléments dans le chat et on prendra vos questions, on pourra y répondre par la suite. Voilà, Louise est là, elle travaille aussi à l'ICPC avec moi. Euh, je pense que j'ai fait la petite introduction rapide. Les personnes continuent à arriver et je vous remercie. Il y a des personnes qu'on a déjà vues, qui sont habituelles des rencontres et puis des personnes nouvelles. Donc ça, c'est chouette. Il y a toujours de nouvelles personnes qui rejoignent l'ICPC pour un temps, pour échanger. Du coup, aujourd'hui, on a une heure ensemble avec Yannick Blanc et Elian Belon. Alors, Yannick Blanc est président de Futurible International et vice-président de la Funda, qui est la structure de recherche et de pistes pour prospective, justement, pour le monde associatif. Et il a mené avec d'autres, mais avec du coup ces deux casquettes qui se nourrissent, il a mené tout un travail euh, d'analyse et de perspective sur les engagements. C'est quels seront les engagements demain, aujourd'hui et demain, les formes d'engagement dans la société. euh, Quels seraient les scénarios sur lesquels on pourrait aller en termes d'engagement demain et qu'est-ce que ça veut dire? Euh, il y a un ouvrage voilà, qui est là, qui vient qui s'appelle Vers une société de l'engagement, qui est très joli d'abord, très beau, avec plein d'entretiens, avec plein de remarques, les scénarios qui sont expliqués, qui sont décortiqués. Donc, je vous invite à aller voir cet ouvrage. Je pense qu'on en parlera dans la revue Démocratie aussi. Je viens juste de le recevoir, donc j'ai pas eu le temps encore de le, je l'ai juste parcouru et on n'a pas eu le temps d'en faire un article, mais du coup Yannick Blanc pourra, pourra nous en parler. Et l'idée est d'échanger avec Elian Belon. Donc Elian, comme tous les membres de l'ICPC, est un praticien de la participation, praticien dans une collectivité locale et membre du conseil d'administration. Donc l'idée de ce temps, c'est vraiment de se nourrir des évolutions de la société, de comprendre les évolutions de la société et de voir pour les praticiens de la participation comment ces questions nous interrogent, nous enrichissent, nous font faire ou nous feraient faire un pas de côté pour justement enrichir notre démocratie participative. Du coup, je propose à Elian de commencer à nous dire aujourd'hui quelles sont ces pratiques et en quoi cette question de l'engagement des citoyens interagit avec la pratique professionnelle de la participation des citoyens.
Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup Sylvie pour cette introduction. Je vais effectivement parler avec ma casquette de Ah, j'ai l'Institut de oublié. la Excuse-moi, j'ai concertation. juste Vas-y. oublié, j'ai oublié une petite parenthèse, juste pour vous dire comment ça va se dérouler. Évidemment, j'ai Ouais. oublié un des principaux points. Donc, Elian va intervenir. Ensuite, Yannick Blanc. Tout ça va nous amener au bout d'une petite demi-heure, 25 minutes, une demi-heure. Pendant ce temps-là, vous pouvez écrire dans le chat des questions, des remarques, etc. On les récupérera à la fin. On posera du coup les questions à partir des questions que vous avez écrites. Et puis, si on a un peu de temps, on pourra vous donner la parole pour à deux, trois personnes en fin de temps, mais on essaye de bien tenir sur une heure. Voilà, c'est une donnée qu'on s'est posée. Voilà, ça y est, j'ai plus rien à dire. Maintenant, à toi, Elian. Ça marche, merci. Oui, j'étais en train de dire donc que j'allais parler avec ma casquette Institut de la concertation, pas forcément en son nom, puisqu'on est les cordonniers pas toujours bien chaussés, donc on n'a pas préparé ce temps en concertation, n'est-ce pas, avec mes camarades. Donc je parlerai aussi en mon nom propre, évidemment, mais aussi celui de professionnel hein, de la participation, vu que je suis agent et agent de la ville de Paris. Je ne le cache pas, vu que je vais en parler tant qu'à faire, je vais parler de ce qui se passe à la ville de Paris aussi dans mon intervention. Et avant ça, j'ai été consultant par ailleurs, donc voilà, depuis une dizaine d'années sur les questions de démocratie participative. Donc l'objectif de cette conversation, dans le cadre de ce chantier Ambition pour 2026, c'est de s'ouvrir à d'autres praticiens, à d'autres penseurs qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir dans nos cercles proches. Et donc c'est pour ça que c'est très chouette aujourd'hui de dialoguer avec Yannick qui va élargir un peu notre champ et qui est l'intervenant peut-être plus principal, on va dire, voilà, dont il s'agit de s'inspirer aujourd'hui. Donc, je vais essayer de pas faire trop long. Et donc, l'enjeu est de faire dialoguer donc engagement, démocratie et participation. Et la question de l'engagement est pas si évidente pour nous dans l'écosystème de la participation, ou n'est pas toujours posée comme ça, disons. Donc, comme un bon élève que je suis, peut-être un peu scolaire, je suis allé voir la définition dans le Larousse finalement de l'engagement. Donc, il y a différents niveaux de définition. Il y a une définition qui dit que c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Bon, c'est assez pauvre, hein. C'est un début, on va dire. La deuxième définition, c'est celle de fait de prendre parti sur les problèmes politiques ou sociaux par son action et ses discours. Ça devient un peu plus intéressant. Et la troisième, c'est un combat de courte durée et localisé. Et donc là, ça correspond peut-être, je ne sais pas, je pose la question, à des nouvelles formes d'engagement qu'on peut percevoir. Et donc c'est peut-être une première question aussi que je pose ici à Yannick pour tout à l'heure. Donc voilà, donc notre point de départ, ce sera le fait que l'engagement est un acte faisant démocratie, faisant citoyenneté pour les citoyens, mais aussi pour les professionnels que nous sommes, vu que c'est l'objectif aussi de mon intervention et de ce cadre de l'ICPC. Donc il y a une double entrée à avoir en tête de se dire que voilà, on pense engagement pour les citoyens, dans le cadre des démarches peut-être qu'on propose dans les processus, mais aussi pour nous en tant que professionnels, il y a acte d'engagement. Euh, donc l'ICPC, tu l'as pas trop dit Sylvie, et donc très rapidement, je pars de nos textes. C'est quoi philosophiquement? On écrit sur notre site qu'on a une ambition, c'est celle de contribuer au débat qui anime la société sur l'évolution et la refondation de notre démocratie. On écrit ça sur le site de l'ICPC. Donc, notre thématique, notre cause commune, c'est la démocratie. Nous sommes des militants de la cause démocratique. Voilà, on peut le poser comme ça. Et donc, j'ai envie de commencer par ce qui fait pas évidence quand on parle d'engagement et démocratie. Donc, je propose, en termes d'introduction, d'évoquer brièvement la question démocratique dans l'engagement, c'est-à-dire la cause démocratique comme terrain d'engagement. Donc, je vais le faire de façon très partielle, évidemment, et assez personnelle et en pointillé, de cette question de la démocratie comme objet de militantisme. Et pour ça, j'ai notamment parcouru un super bouquin qui est la géopolitique de la jeunesse, engagement et démobilisation, qui a été écrit par Valérie Becquet et Paolo Stupia, que je vous recommande, et pour le coup qu'on pourra peut-être mettre aussi dans les références. Donc voilà, donc juste pour poser quelques marqueurs, quelques jalons, on va dire temporels, pour certains d'entre nous, mais pas que, ou comme une grille d'analyse qui serait un peu rétrospective, qui serait à co-construire. Euh, mais voilà, quelques jalons rapides de ces dernières années. Un mot peut-être pour parler des mouvements altermondialistes qui commencent à la fin des années 90 et des années 2000, qui marquent
a priori des nouvelles formes de mobilisation, où la question démocratique est présente et dans des formes de mobilisation et d'organisation ou d'animation des collectifs qui sont en recherche de nouvelles formes démocratiques de prise de décision. On le voyait avec le Forum social à Porto Alegre, par exemple, ou les suivants, ou des formes de mobilisation beaucoup plus souples, voire libertaires et anarchistes. Et donc, dans les années 2000, on a quand même l'intermondialisme qui fait la jonction des causes écologiques, économiques, de manière assez classique, plus des modalités de démocratie directe au sein même de ces mouvements-là, d'inclusion, de recherche de consensus, puis d'extension à des formes de militantisme sur les questions féministes et décoloniales, par exemple, mais on s'écarte un peu du sujet, bien que ça devienne très présent aussi pour nous, et ça ait un impact aujourd'hui, ces nouvelles formes de militantisme, sur notre champ d'action de la démocratie participative. Je fais un petit saut dans le temps pour dire un mot sur la campagne du non au référendum de 2005 et surtout les effets de sa non prise en compte en 2007, qui pour moi ont été un marqueur et ont provoqué des réactions militantes sur la question démocratique. L'utilisation du référendum est plutôt rare et d'ailleurs il n'y en a pas eu depuis. Et donc ça a été un marqueur important pour la cause démocratique en tant qu'objet de militantisme, selon moi. À la même période, on a eu une présidentielle en 2007 avec l'irruption, quelque part, dans le champ de la politique nationale, de la démocratie participative, très portée par une candidate, la candidate du Parti socialiste à l'époque. Et donc, ce terme, cette terminologie de démocratie participative commence à être très présente aussi sur cette présidentielle. Et je trouvais ça intéressant de le noter. Autre jalon important au début des années 2010 avec le mouvement d'occupation de l'espace public, le mouvement des places, Occupy aux États-Unis, les printemps arabes évidemment, Tunis, le Caire. En Espagne, le 15e ou les Indignés à Madrid, Barcelone, suivi par Athènes, Hong Kong, etc., avec la démocratie qui devient un thème clé, la crise de la représentation qui devient centrale dans des mouvements sociaux qui sont là internationaux. Arrivé un peu tardivement chez nous, avec Nuit debout par exemple, mais ça devient central, cette question démocratique, en plus des revendications plus classiques, on va dire, d'égalité, de justice sociale et fiscale, etc. J'avance encore un peu dans le temps. Un mot sur les Gilets jaunes, quand même. Se dire que ça a été quand même le mouvement social principal l'un des mouvements principaux de ces 10 dernières années, avec la question là aussi démocratique centrale, celle du référendum d'initiative citoyenne, de la transparence de la vie publique ou de la démocratie directe, notamment. Et donc, en parallèle de tout ça, dans le champ politique, depuis une quinzaine d'années, certains partis et mouvements politiques mettent la question de la démocratisation du fonctionnement de la démocratie de manière centrale. Pour certains, en parlant notamment de Sixième République, c'est très présent dans certains courants du PS, des écologistes, du Parti de gauche puis de la France Insoumise, défendant pour certains une constituante, etc. Et défendu par des militants et collectifs également. Et donc tous ces mouvements, tout ça pour dire que la cause démocratique dans tous ces mouvements, sans exception à mon avis, connaissent un échec et donc les revendications démocratiques aujourd'hui restent insatisfaites. Et donc il y a une certaine forme de gueule de bois pour ceux qui militent quelque part sur ces questions démocratiques. Donc pourquoi je parle de ces éléments? C'est parce qu'il y a un parallèle à faire selon moi avec notre champ qui se constitue depuis 15-20 ans, qui vraiment se consolide, se constitue notre champ de la démocratie participative. Et ce champ-là s'inscrit dans une réalité sociale, nationale et internationale, et dans une réalité, dans des revendications et des mouvements sociaux et politiques. Et donc ça, c'est pas rien. Et donc ça agit aussi sur la constitution de notre champ. Et donc, sur la cause démocratique, l'Institut de la concertation est l'un des acteurs, et les acteurs ne sont pas si nombreux que ça. On considère que quelque part, la démocratie est un peu la mère des causes, c'est ce qu'on porte en tout cas. On se rend compte que ça mobilise peut-être pas tant que ça, en tant que cause, que revendication, en termes d'engagement malgré la mobilisation d'autres, évidemment, collectifs, amis ou cousins, démocratie ouverte, des ONG, les chercheurs du GIS, démocratie et participation, par exemple, voilà, avec qui on chemine. Et je lisais pas plus tard que ce matin là, un article, un entretien pour décider ensemble de Clara Heger, qui est une politologue, et qui avait été candidate à la présidentielle en 2022 pour son mouvement qui s'appelle Espoir RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, et qui disait qu'elle avait contacté France Culture et qui lui avait répondu que la démocratie n'était pas un sujet prioritaire pour l'élection présidentielle.
Donc voilà, je trouvais que ça faisait bien écho avec, avec notre discussion de la matinée, et c'est bien sûr le cas. C'est ce qu'on se dit un peu au quotidien quand même, nous, dans nos cercles, de se dire que la question démocratique n'est pas vraiment au centre des discussions, même si elle est quand même bien dans l'actualité et de plus en plus tous les jours. Donc voilà, tout ça pour dire que l'ICPC, par ailleurs, ne fait pas vraiment de plaidoyer. On tourne autour un peu de cette question, ne fait pas vraiment de plaidoyer autour de cette question. On s'axe plutôt sur un axe plus précis de la cause démocratique. Et donc, qu'on accompagne finalement depuis ces 25 dernières années en parallèle de tout ça, c'est développer ce champ-là, c'est développer ce que Loïc Blondiot, qui nous a peut-être rejoint, appelle l'impératif participatif. Et donc, c'est ce qu'accompagne l'Institut de la concertation. Donc voilà, donc je vais réatterrir là, si vous voulez bien, sur la question de la démocratie participative et de l'engagement et quel lien on fait entre les deux. En, en disant en un mot peut-être quelles sont les missions de l'Institut de la concertation. Ces missions, c'est de mettre en réseau et d'interroger les pratiques de concertation, notamment leurs fondements théoriques, d'échanger et de débattre avec une exigence d'ouverture, comme on essaie de le faire dans le cadre de ce chantier, et de fournir des ressources accessibles à tous. Donc, c'est-à-dire que l'ICPC crée un écosystème de professionnels de la participation, d'agents, de consultants, de salariés associatifs, d'élus, etc., et crée un réseau de celles et ceux qui sont actifs ou s'intéressent à la démocratie participative et à la concertation. Donc, ça pose un cadre d'une offre quelque part, souvent institutionnelle ou privée, de dispositifs ou d'instances. Donc c'est quand même un cadre très particulier de cette question démocratique, de ces acteurs euh, qui œuvrent donc au sein d'offres de démarches participatives. Donc ça fait assez écho finalement avec la définition qu'on avait tout à l'heure dans le Larousse, du fait de prendre parti sur les problèmes politiques ou sociaux par son action et son discours. Et donc c'est ce que font les acteurs, les professionnels de la participation, mais c'est ce que font aussi ceux qui s'y engagent. Donc très concrètement sur la démocratie participative, et la question de l'engagement. On peut peut-être poser un constat assez fort, c'est de se dire que ce champ s'est développé ces 15-20 dernières années, et donc on peut se réjouir qu'il y a de plus en plus de démarches, a priori, il y a de plus en plus de processus de concertation, de participation, et donc quelque part de plus en plus d'engagement. Donc on peut se réjouir de ça. Et donc, ce terme d'engagement, je disais qu'on n'était peut-être pas toujours à l'aise, mais que ce qui nous parlait peut-être un peu plus dans notre champ, mais vous serez là pour me contredire, hein, évidemment, pourquoi pas, c'est que pour les objectifs des professionnels de la participation, c'est plutôt la mobilisation. Ce qui est recherché aussi par les pouvoirs publics, par les commanditaires, c'est on pense des démarches, on veut qu'il y ait des participants. On pense des démarches en toute bonne foi, ou on l'espère. En tout cas, on essaie, nous, de contribuer à ce que ce soit en toute bonne foi et pour qu'il y ait un objectif derrière. Donc, qui peut bien sûr se transformer en engagement de la part de celles et ceux qui participent à différents niveaux. J'ai repensé à un article qui avait été rédigé par Julien Talpin et Alice Mazot en 2010, donc il y a 15 ans, et qui avait observé la diversité des formes d'engagement dans les budgets participatifs. Donc en 2010 et avant. Donc il n'y en avait pas encore autant qu'aujourd'hui des budgets participatifs. Ils ont une représentation en radar qui est pas inintéressante, où ils distinguent en fait quatre formes d'engagement. Pourquoi les gens participent à des budgets participatifs et qu'on peut appliquer assez bien finalement à bon nombre de processus participatifs institutionnel aujourd'hui. Le premier, c'est celui du civisme. Ceux qui participent en se disant, c'est important pour moi, ça fait partie de mon devoir de citoyen, il y a quelque chose qui m'est proposé, une offre par ma ville, ma région, que sais-je, je suis au courant, donc j'y participe. Le deuxième, c'est celui de l'intérêt personnel, voire matériel. C'est-à-dire, j'ai un intérêt à participer. J'ai une idée, je veux la porter, ou il y a une problématique qui est dans mon quartier ou qui me touche directement, je participe. Donc j'ai un intérêt personnel à participer. Le troisième, c'est celui de l'enrichissement cognitif, de se dire qu'on peut y aller pour apprendre des choses. On va se dire, bah tiens, on me propose quelque chose, là, ça a l'air chouette, je vais apprendre quelque chose là-dessus, voire même moi, j'ai des choses à apporter aux autres. Donc il y a un enrichissement cognitif potentiellement réciproque pour moi à participer à ça. Et le quatrième, c'est celui de la sociabilité. Se dire que c'est aussi des endroits où on y fait des rencontres, on élargit son cercle de sociabilité, etc. Et donc, il détaille un peu plus, hein. Je ne vais pas aller plus loin, mais je trouve que voilà, ces quatre éléments de l'engagement, finalement, on peut assez bien les retrouver aujourd'hui dans beaucoup de dispositifs. On peut les élargir, hein, on peut en imaginer un cinquième, un sixième, etc. Mais ce n'est pas inintéressant.
Pour poursuivre, je vais dire un mot peut-être sur ce qui se fait à la ville de Paris, vu que j'y travaille depuis quelques années et que je pense que c'est intéressant d'utiliser cette collectivité territoriale qui, grâce à sa taille, à ses moyens, à sa volonté politique par ailleurs, en matière de participation, est un bon exemple de la diversité de l'offre à observer. Donc c'est bien sûr difficilement comparable avec d'autres structures, hein, c'est assez unique le cas de la ville de Paris, énorme collectivité s'il en est. Mais ça permet d'offrir un beau panorama finalement de ce qui est fait à l'échelle de cette ville à observer, notamment en matière d'engagement. Et donc on peut catégoriser quelque part l'offre qui est faite par la ville de Paris en différents critères. Il pourrait y avoir un critère de la recherche du type d'engagement qui peut être différencié en fonction de ce que l'on veut faire en tant que citoyen. Et donc ça, la ville de Paris elle essaye de les catégoriser en disant, bah, on a des dispositifs pour décider. Les citoyens qui viendront pour s'engager, pour décider. Le budget participatif, typiquement, bah voilà, on est là, on a une action, on est en capacité de décider. On a un dispositif de votation citoyenne, là aussi, qui s'apparente un peu au référendum, mais qui n'en est pas tout à fait un. Donc de votation, vous avez sûrement entendu parler des votations sur les trottinettes, les SUV, les rues végétalisées, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Donc voilà, ça c'est des dispositifs qui permettent aux citoyens de s'engager pour décider. On a des dispositifs où les citoyens sachent qu'ils vont juste contribuer les instances locales, typiquement les instances permanentes de, de démocratie délibérative, consultative, les consultations qui sont très localisées sur les questions d'aménagement, ce genre de choses. Donc ça, c'est un deuxième point, la contribution. Et on a un troisième qui est celui de l'action, celui de l'engagement, du faire. Et donc ça, c'est aussi une offre institutionnelle qui est un peu nouvelle, ou en tout cas plus pensée peut-être qu'aujourd'hui, qui rentre pas tout à fait dans le champ de la démocratie participative, c'est-à-dire il y a une offre institutionnelle pour l'engagement. Et donc là, on a différents dispositifs, où je reviendrai peut-être rapidement après dessus, comme les volontaires de Paris, la carte citoyenne, des ateliers citoyens, etc. Donc voilà, donc ça c'est une première catégorisation possible de se dire il y a différentes possibilités de s'engager, différents types d'engagement possibles qui sont différenciés. Alors après, la réflexion pourrait être aussi sur les durées de l'engagement qui sont différenciées. Et ça aussi, je pense que les pouvoirs publics aujourd'hui, ils réfléchissent beaucoup et construisent aussi leur offre en fonction de cette durée de l'engagement. On revient à la définition tout à l'heure du Larousse. On disait ça peut être un combat de courte durée et localisé, l'engagement. Et donc voilà, je trouve ça marrant d'y revenir. Et donc voilà, bah, si je reviens sur le budget participatif, par exemple, se dire que ça peut être un vote simple. Voilà, ça prend 3 minutes, même pas, et c'est tout. C'était un engagement très court, d'une courte durée, ou la votation. Votation, vraiment, on met un bulletin dans une urne. C'est une action assez froide, hein, assez pauvre en termes d'engagement, mais qui est décisionnaire. Donc il y a quand même un impact potentiellement assez fort. Et donc la durée d'engagement peut augmenter comme ça. Les consultations, un citoyen qui fait partie d'une convention citoyenne, comme celle pour reconnaître les droits de la Seine, par exemple, qui est à court en ce moment, il s'engage sur 3 week-ends, sur un temps de 3 week-ends, etc. Il y a des instances délibératives, comme l'Assemblée citoyenne sur laquelle je travaille. Les citoyens s'engagent pendant un an, sur plusieurs week-ends, ou 2 ans pour certains. Les membres du Conseil parisien de la jeunesse s'engagent pour 2 ans. C'est un engagement quand même certain. Euh, et voir après, il y a des instances consultatives plus sectorielles ou même locales, comme les conseils de quartier, où là, certains s'engagent, deviennent des citoyens professionnels, hein, comme on aime les appeler, et s'engagent sur quasiment une vie pour certains, ou enfin sur très longtemps en tout cas. Un mot peut-être tu me dis, Sylvie, quand je commence à être trop long, tu me dis quand il me reste 1 ou 2 minutes peut-être. Mais voilà, j'essaie Oui, de c'est le cas. faire. Ah, ok, 1 ou 2 minutes, ok. Un mot sur l'offre institutionnelle d'engagement. Je trouve ça intéressant puisqu'on sort un peu du champ de la démocratie participative, mais ça commence à être bien souvent rattaché aux questions de démocratie participative et ça fait partie d'une offre institutionnelle où on cherche à accompagner, à offrir des espaces d'engagement aux citoyens. Pas forcément dans le champ de la démocratie participative, pas forcément avec un impact direct sur les politiques publiques, mais en tout cas, on pense cet engagement en cheminant aux côtés des associations, par exemple, ou en ayant une offre propre. C'est le cas, par exemple, des volontaires de Paris, qui fonctionnent avec une plateforme numérique qui s'appelle Agir. Et donc, on a une offre, nous, Ville de Paris, c'est un programme de mission d'intérêt général bénévole, ponctuel, avec une vigilance sur le fait qu'évidemment que ce ne soit pas de la substitution à l'emploi,
et avec des propositions de missions, de plantation participative ou d'inventaire floristique, par exemple, d'assesseurs citoyens. La crise d'engagement, notamment dans les partis, fait que on a moins en moins d'assesseurs sur les temps de vote, d'élection, etc. Donc on fait appel aussi à des bonnes volontés en se disant voilà, il y a des citoyens qui peuvent vouloir s'engager de façon un peu courte comme ça sur ce type d'action. Et notre plateforme recense à la fois ces propositions institutionnelles, plus propose aussi aux associations locales de venir déposer eux-mêmes leur mission. On a besoin de bénévoles pour telle mission, etc. Et donc de centraliser un peu finalement cette offre d'engagement qui n'est pas encore une fois de la démocratie participative, mais classiquement associative ou de courte durée. Donc voilà, donc on peut regarder ça avec un œil plutôt enthousiaste. Je parle de Paris, mais les multiples expériences de démocratie participative partout en France montrent une énergie assez forte et la volonté de s'engager des habitants quand on leur donne voix au chapitre, je pense, de façon sincère, claire, stimulante, avec des points d'impact sur la décision publique. C'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut de la concertation, en essayant de construire un réseau de professionnels qui se donnent des repères ou des méthodes solides, en tout cas, et engageantes. Un autre point positif, mais qui est difficile à mesurer, ça pourrait être l'impact sur l'engagement post-mobilisation. Et de se dire que la démocratie participative peut avoir un impact ou génère de l'engagement derrière. Euh, L'exemple des processus délibératifs, typiquement, euh, crée, crée de l'engagement potentiellement derrière. J'en parlais donc avec un de nos administrateurs qui parlait de la Convention citoyenne sur le climat, par exemple, voilà, où les 150 citoyens tirés au sort. Dans les mois qui ont suivi, c'est une quinzaine de candidats locaux aux différentes élections qui se sont engagés au sein de partis, notamment, ou hors parti, ou sur des listes citoyennes. Donc voilà, donc ça fait quand même 10% voilà, de citoyens tirés au sort qui se sont engagés sur cette durée de la Convention citoyenne, qui derrière sont rentrés dans un champ d'action plus institutionnel, politique. Moi, je le vois aussi dans le cadre de l'Assemblée citoyenne, des citoyens qui participent sur une année et qui derrière s'engagent sur la thématique sur laquelle ils ont travaillé, ou alors s'engagent sur la question de démocratie participative. C'est-à-dire, purée, c'était sympa quand même cette expérience, c'est un champ qui m'intéresse et je m'engage sur ce champ de la démocratie participative. Euh, Trois questionnements peut-être pour conclure, qui sont des questionnements un peu, un peu marronniers chez nous, des professionnels de la participation. Le premier, c'est ce sujet des formes d'engagement qui cohabitent dans les démarches participatives. Euh, on va chercher des citoyens, on cherche à mobiliser le plus de citoyens possible. Et il y a aussi des parties prenantes qui existent déjà, et notamment des associations qui sont mobilisées, par exemple, sur des sujets dont elles sont les expertes. Et quid finalement de ces différents parcours d'engagement des citoyens versus des associations déjà militantes, déjà engagées sur ces sujets, qui créent potentiellement des concurrences au sein de démarches participatives, des concurrences d'engagement quelque part au sein de ces démarches. La deuxième question, c'est qui s'engage? Voilà, question récurrente, marronnier là aussi. Qui on touche? Combien de personnes ça touche nos démarches de participation? Euh, je cite souvent Guillaume Petit qui avait écrit une thèse et qui parlait du 1% participatif sur ces terrains de recherche. Et il disait en général, voilà, sur des collectivités qui se lancent dans des démarches, ça touche à peu près 1% de leur population, les démarches. Il y a des exceptions, bien sûr. Nous, à Paris, on voit que sur certaines démarches, avec le budget participatif, par exemple, on touche 5-8%. Il y a 2, 3 jours, j'ai vu que il y a une petite ville qui s'appelle Lamur, je crois que c'est vers Grenoble d'ailleurs, 5000 habitants, hein, c'est une autre échelle, qui revendique 35% de participation à une consultation qu'elle a mise en place. Bon voilà, il y a la question du nombre et il y a la question de qui on touche. On sait que l'invitation à un dispositif de démocratie participative est filtrée par les gens en fonction de leurs conditions de vie. Il y a des biais d'acceptation ou il y a des biais d'entrée dans les démarches participatives et les inégalités économiques, sociales, culturelles sont reproduites si on ne lutte pas contre dans les processus participatifs qui sont mis en place. Donc, on se retrouve souvent avec des formes de clones sociaux, comme disent certains, dans ces démarches-là. Et donc, parvient-on réellement à ce qu'on cherche à produire? Troisième et dernière question, c'est celle de la reconnaissance de l'engagement qu'on donne aux citoyens qu'on arrive à toucher. Euh,
comment on arrive à, à donner de la place à des citoyens dans une société où il est attendu qu'on travaille 35 à 40 heures par semaine jusqu'à nos 65 ans. Quelle place on donne véritablement à l'engagement démocratique dans le cadre dans lequel on fonctionne aujourd'hui? Et donc, bah, la réflexion est en cours depuis longtemps chez nous comme chez d'autres. Et donc, il y a un travail sur ce qu'on appelle le statut du citoyen participant qui s'est engagé récemment, qui est porté par le CESE, la DITP, le Conseil d'État, et auquel on participe, et certaines d'entre vous ont participé, j'en suis sûr, qui est une revendication de long cours finalement des professionnels de la participation. C'est cette question de comment on consacre du temps, comment on libère du temps aux citoyens pour qu'ils puissent participer, ils puissent s'engager, comment on arrive à les indemniser, comment on reconnaît les compétences et les savoirs qu'ils ont acquis pendant les démarches auxquelles ils ont participé. Voilà, je pense que j'ai largement fait mon temps, donc je m'arrête là. Et je donne bien volontiers la parole à Yannick pour élargir le champ. Merci beaucoup, Elian. Effectivement, la parole à Yannick. Moi j'ai noté deux, trois choses. La question des ressorts de l'engagement. Est-ce que les ressorts de l'engagement tels que vous les voyez notamment dans le monde associatif et plus largement dans la société, sont les ressorts qui ont été notés autour du budget participatif. Est-ce que ça se rejoint? La question de l'offre institutionnelle, comment est-ce qu'il y a concurrence entre offre institutionnelle et offre associative, on va dire, et ça c'est une vraie question. Et puis effectivement, la place des associations dans cet espace participatif. Euh, Effectivement, est-ce que on parle, nous, souvent d'éducation populaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a de l'avenir? Est-ce que l'engagement dans l'éducation populaire est une des questions, notamment, qui est posée? Voilà quelques éléments que j'ai notés, mais je prends pas plus la parole et je vous donne la parole, Yannick, à vous. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Les travaux dont je vais rendre compte, que je ne vais pas résumer, mais dont je vais quand même sortir un certain nombre d'idées, sont menés par la Fonda depuis 2 ans et demi. La Fonda elle-même, c'est un think tank dédié au monde associatif. Elle existe depuis 45 ans. Notre devise est pas de vitalité démocratique sans vitalité associative. Donc, les questions de relation entre association et démocratie sont au cœur de notre problématique. Et pourtant, notre approche de l'engagement commence assez loin des questions de démocratie, mais on verra dans quelques minutes comment elle les retrouve. De quoi sommes-nous partis? Depuis de très longues années, la Fonda travaille sur la transformation des formes d'engagement et de participation bénévole. Depuis que je m'intéresse au monde associatif, c'est-à-dire bientôt une trentaine d'années, j'entends des responsables associatifs dire la société devient individualiste et on ne trouve pas de bénévoles. Nous avons participé à une enquête menée par le sociologue Lionel Proutot en 2017 qui avait démontré que en l'espace de 15 ans, entre 2002 et 2017, le nombre et la durée des participations bénévoles en France avait été multiplié par 2,5. Donc précisément pendant cette période pendant laquelle de nombreux responsables associatifs déploraient la difficulté à recruter des bénévoles. Donc ça nous a amené évidemment à travailler sur l'évolution des formes, des modalités, des temporalités de l'engagement bénévole. Et pendant longtemps, nous avons confondu, superposé participation bénévole associative et notion d'engagement jusqu'à ce que, notamment à l'occasion d'un livre publié par Anne Mulxel en 2021 à la Fondation Jean Jaurès sur la question de l'engagement, nous nous apercevions que l'engagement, à la fois comme pratique, comme valeur, avait très largement débordé le champ de l'engagement bénévole et bien entendu de l'engagement militant. L'engagement bénévole étant lui-même beaucoup plus étendu et depuis longtemps que l'engagement militant. Ça, c'est un diagnostic qui a été posé par Jacques Illon il y a pratiquement une trentaine d'années. Mais nous nous sommes rendus compte que la notion d'engagement, aux yeux des Français, était quelque chose de beaucoup plus large que la notion de participation bénévole. Et par ailleurs, nous avons constaté, simplement en ouvrant les yeux dans la vie quotidienne, que ce mot engagement
était invoquée, revendiquée par toutes sortes d'acteurs, non seulement ce qui est classique, les acteurs associatifs, les acteurs militants en tout genre, mais de plus en plus les acteurs économiques, l'entreprise. Il est question tout autour de nous d'entreprises engagées, de marques engagées, de produits engagés, de la façon dont les entreprises s'engagent dans leur façon de travailler, dans leur façon de produire, dans leur façon d'utiliser les ressources. Et puis, j'ai moi-même été, entre 2016 et 2019, haut commissaire à l'engagement civique. À la suite des attentats de 2015, le président de la République avait fait de l'engagement une grande cause et a essayé de construire une politique publique de développement de l'engagement, notamment à travers le développement du service civique, mais également à travers la création d'une réserve civique. Cette extension du champ de l'engagement a été comprise par certains d'entre nous, ou certains des membres de la Fonda, comme une dilution et un affadissement de la notion de l'engagement. J'ai pour ma part plutôt milité dans l'idée que lorsque un mot, une notion et une valeur se diffusent comme ça à l'ensemble de la société, c'est que c'est le symptôme de quelque chose. Il y a un sens qui se recherche. Il n'est pas facile de donner une définition à l'engagement et dans notre démarche, nous avons renoncé à définir l'engagement. Nous sommes plutôt lancés dans une démarche exploratoire pour comprendre si, à travers la diversité de ces formes, de ces domaines, de ces sens qu'on donnait à l'engagement, quelque chose se dégageait de commun. Alors, je suis obligé, évidemment, là, de faire un certain nombre de raccourcis, mais quelques idées qui ressortent de ce travail d'exploration. La première, c'est que derrière la notion d'engagement se joue quelque chose qui est étroitement lié au mouvement d'individualisation de la société. Il y a 100 ans, le mot s'engager signifiait très largement se disparaître en tant qu'individu et se fondre dans une masse, une institution ou dans une cause. On s'engageait dans les ordres, on s'engageait dans l'armée, on s'engageait dans le mouvement ouvrier, et quand on s'engageait, on renonçait à son identité et on devenait un élément dans une masse à laquelle on se soumettait d'une certaine manière. Aujourd'hui, le mot engagement a un sens diamétralement opposé. S'engager, c'est s'affirmer comme individu. C'est chercher la façon donc, en tant qu'individu, en tant que personne singulière, on peut contribuer à quelque chose de collectif. Notre façon de fabriquer du collectif s'est renversée par rapport à ce qu'elle était il y a quelques décennies et ce renversement est pour moi un phénomène tout à fait essentiel. Quand on fait l'analyse de ce que racontent les entreprises qui affichent leur engagement, très vite on voit que le point commun, c'est que le mot engagement signifie qu'elles s'intéressent à l'intérêt général, au bien commun, notamment le mot engagement dans le vocabulaire de l'entreprise est invoqué à l'occasion des enjeux écologiques, et elles le font de façon volontaire. En examinant la diversité des formes d'engagement, on a retrouvé cette idée un peu partout. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'engagement, c'est l'affirmation de la singularité des individus, la volonté de se construire un parcours au milieu d'intérêts ou de causes collectifs et la nécessité de voir reconnaître cette singularité. Nous nous sommes particulièrement intéressés à ce que nous avons appelé l'engagement sous les radars, les formes d'engagement non reconnues, les formes d'engagement largement invisibles et que nous avons souvent appelé l'engagement par la force des choses. Lorsque on interviewe des personnes qui habitent dans les quartiers populaires, dans les quartiers de la politique de la ville, ou dans les territoires ruraux fragiles, désertifiés, abandonnés par les services publics, etc., on a souvent ces témoignages de gens qui ne se considèrent pas comme engagés, mais qui, parce qu'il faut faire les choses, se sont effectivement mis au service de la collectivité et s'engagent dans des activités de solidarité, d'animation culturelle en tout genre. On a souvent rencontré
ces personnages qui consacrent une partie très importante de leur temps et de l'énergie euh, à des causes ou à des besoins communs, pour faire face à des besoins communs, qui ne se considèrent pas comme engagés parce qu'ils ne s'identifient pas à une grande cause, mais qui néanmoins, dans leur vie quotidienne, sont très largement consacrent beaucoup de temps à cette cause commune. Et puis il y a une dernière catégorie d'engagement qui prend dans notre société une place de plus en plus importante, qui est celle de l'entraide et de ce que dans le champ social on appelle la pérédance. Lorsque des personnes sont en situation de vulnérabilité, de perte d'autonomie, de besoin, eh bien, il y a autour d'elles des gens qui vont consacrer une part très importante de leur temps à leur venir en aide, à les accompagner, à les soutenir, à les aider, etc. Donc voilà un halo de signification du mot engagement. Et ce halo, il contraste très largement avec le mouvement de désengagement que l'on constate des personnes par rapport aux institutions collectives. Le monde de l'entreprise, le monde des DRH est paniqué par le désengagement des salariés. Et une partie de l'investissement des entreprises dans la RSE, dans le soutien à des causes, est une tentative de remédier au désengagement des salariés. Les recruteurs, les DRH nous disent quand un jeune diplômé arrive en entretien, eh bien, il va demander ce que l'entreprise fait pour être fidèle à un certain nombre de valeurs. Il va falloir démontrer que, on est fidèle à nos engagements pour pouvoir recruter des salariés. Lorsque, en 2015, après les attentats, le gouvernement, le président de la République de l'époque a souhaité développer l'engagement civique, c'était dans une situation très comparable. C'est-à-dire, se peut-il que des citoyens français élevés dans notre école, grandis dans le cadre de notre société, se retournent contre la société? Existe-t-il des citoyens à ce point désengagés qu'ils deviennent des ennemis de la société elle-même? Donc, l'extension du domaine de l'engagement est étroitement liée à cette double transformation d'individualisation de la société et d'affaiblissement des institutions dans leur capacité à donner aux citoyens une identité et une place dans la société. C'est pourquoi le point de départ de l'engagement est très éloigné, presque diamétralement opposé à celui de la participation. La participation, c'est une offre d'engagement faite par l'institution. Participation citoyenne, le service civique, ce sont des offres qui sont faites par l'institution pour que les personnes s'engagent. Et quand on observe ce qu'est l'engagement dans la société, c'est plutôt une forme de contribution à une cause commune, à un bien commun, à un besoin social, à l'extérieur des institutions, à partir de la capacité, du besoin ou de l'envie des individus. Cette tension-là, elle est pour moi au cœur de la société de l'engagement. Et pour en venir aux enjeux liés à la démocratie, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est au cœur de la contestation des institutions démocratiques, c'est la dénonciation de leur incapacité à agir. Quand on voit ce qu'est la mobilisation contre les normes, par exemple, quand on voit ce qu'est la tentation de vouloir balayer un certain nombre de structures institutionnelles, consultatives, d'expertise ou de régulation, quand on voit ce qu'est la promesse populiste, la promesse des candidats populistes dans le monde entier est une promesse de capacité d'agir. Je vais balayer tous les obstacles à l'action et je vais prendre la capacité d'agir et je vais vous faire la promesse que je vais en plus vous la rendre. Après, la réalité est une autre histoire. Et au cœur, aujourd'hui, des enjeux démocratiques, il y a cette idée, est-ce que la participation démocratique, c'est une gesticulation ou est-ce que c'est une réelle capacité d'action? Il me semble de ce point de vue que lorsque une personne s'engage, donc je ne parle pas de citoyen là, je dis une personne
dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans la vie de son territoire, de sa communauté. Lorsqu'une personne s'engage, elle éprouve le besoin d'agir, de produire quelque chose, de produire un effet, et le type de reconnaissance qu'elle va rechercher par rapport à cet engagement est extrêmement diffus. Ça fait de longues années que j'entends dans le monde des pouvoirs publics des questionnements sur comment est-ce qu'on pourrait reconnaître l'engagement ou l'engagement bénévole. Effectivement, des indemnisations, un compte d'engagement citoyen, des points pour la retraite, etc. On passe à côté de l'essentiel. Le moment clé de la reconnaissance de l'engagement, c'est le moment où collectivement comment dirais-je, on prend acte de ce qu'on a fait. Si vous avez déjà animé des collectifs de bénévoles, le moment clé après une action bénévole, après une action qu'on a menée sur un enjeu donné, qui peut être une maraude auprès des personnes exclues, ou le fait d'avoir emmené des enfants en vacances, ou une journée citoyenne dans une commune, le moment clé, c'est à la fin de l'action, le moment où on se retrouve ensemble et où on a une conversation sur ce qu'on a fait. Et c'est le moment où l'engagement produit du lien social. Et c'est ça, en réalité, ma conclusion, c'est que ce que aujourd'hui, dans notre société, nous entendons par le mot engagement, c'est la possibilité que nous avons à partir de la volonté et de la liberté des individus, et non pas à partir des cadres institutionnels, à créer du lien social. C'est ça qui est en train de se jouer, c'est ça que nous avons du mal à saisir. À partir de ce constat, nous avons, et ça va être ma conclusion, nous avons élaboré 4 scénarios. Et je rappelle qu'en prospective, un scénario, ça n'est pas une prédiction et ça n'est pas une prescription. C'est une façon d'envisager des évolutions possibles et il faut lire les 4 scénarios en même temps. Il n'y a pas un scénario préférable ni un scénario plus probable. Ce sont des schématisations. Et ces 4 scénarios sont les suivants. Le premier scénario, c'est celui de la société des engagements pluriels, c'est-à-dire où c'est la dimension individualisante de l'engagement qui serait la caractéristique dominante. Ça permet de comprendre que l'individualisation de la société n'est pas l'individualisme. C'est une autre façon de fabriquer du collectif à partir des individus. Le deuxième scénario, c'est le scénario de la solidarité au sein des communautés. Et on ne parle pas ici de communautarisme, il y aurait toute une discussion à avoir là-dessus, mais le fait que ce soit une communauté locale, une communauté d'intérêt, une communauté de situation ou de conditions, on pourrait imaginer que dans une société où le lien, les solidarités institutionnelles s'affaiblissent, les solidarités de communauté se renforcent pour s'y substituer. Notre quatrième scénario, c'est le scénario de l'engagement administré. Donc, c'est celui que Elian a évoqué tout à l'heure, celui de l'offre institutionnelle d'engagement. Les institutions publiques se rendent compte elles ne peuvent à elles seules produire du lien social. Elles proposent aux individus de s'engager. Et donc, c'est l'exemple du service civique, c'est la tentative aujourd'hui avortée du service national universel, mais c'est aussi, en effet, tous les dispositifs de participation citoyenne proposés par les collectivités locales. Il y a bien sûr les budgets participatifs, mais je pense aussi quelques 3000 communes qui organisent aujourd'hui la journée citoyenne. Et notre quatrième scénario, c'est celui de l'engagement autogéré, c'est-à-dire c'est une société dans laquelle l'organisation institutionnelle s'est affaiblie, l'État s'est retiré et la situation budgétaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui rend ce scénario très plausible, celui dans lequel il y aurait un retrait de l'État et au fond, les individus, les personnes, les citoyens se substitueraient par leur engagement volontaire au service public. Voilà, résumé en un quart d'heure cette démarche qui a duré 2 ans et demi, à laquelle ont participé 800 personnes, qui a mobilisé plusieurs dizaines d'experts. Comme l'a dit Sylvie, il y a un ouvrage qui présente l'ensemble de ces travaux. Mais vraiment, par rapport à ce qu'a été le propos d'Elian et ce qu'est le but l'Institut de la participation, je crois que le message essentiel, c'est de dire il faut pas seulement s'interroger sur la façon dont on peut faire venir des citoyens dans un dispositif participatif, il faut en même temps
se demander comment l'institution peut aller vers le citoyen qui est d'ores et déjà engagé pour faire face à un besoin, pour faire face à une cause ou parce qu'il souhaite contribuer à l'intérêt collectif. Merci beaucoup. C'était très très clair, très très intéressant. Bien évidemment, nous souhaitions mettre beaucoup trop de choses dans 1 heure de temps. Donc, il est déjà 2 heures moins 5. Donc, on va pas avoir de temps. Et heureusement que vous n'avez pas écrit grand-chose dans le chat en question. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est moi, j'ai noté quand même 2, 3 choses. J'ai quand même noté un certain antagonisme finalement entre l'institutionnalisation, la proposition effectivement venant des institutions et la force, la diversité des engagements venant de l'individu. Donc, on est dans cette tension-là. J'ai bien et du coup, je reposerai bien la question à Elian, comment, quand on fait de la participation venant plutôt d'institutions, effectivement, aujourd'hui, cette question, on la prend. Et puis, la deuxième question aussi, c'est que vous disiez que c'était finalement l'action qui était la piste de sortie et la piste pour laquelle les gens s'engageaient, notamment pour une action commune. Euh, Nous, côté participation plutôt institutionnelle, on parle plutôt de la décision. C'est-à-dire que la sortie finalement de l'engagement, c'est plutôt la décision. Et vous faisiez le lien entre les deux en disant la défiance des citoyens, elle est parce que les décideurs n'agissent pas. Donc, est-ce que là, on n'a pas quelque chose à faire, il me semble. J'ai pas la réponse, mais du coup, je renvoie ces questions à Elian et ensuite à Yannick, peut-être chacun 2 minutes avant de terminer. Elian? Oui, bah, voilà, il y a plusieurs questions, il faut répondre en 2 minutes en plus, donc c'est pas évident. Merci Sylvie pour le beau cadeau. Non, et merci à Yannick surtout, effectivement, pour la discussion, plein d'éléments très intéressants, et j'espère ils vont nourrir les présents et ceux qui regarderaient potentiellement par la suite. Euh, je ne sais pas comment une administration se saisit effectivement de ces questions, des scénarios potentiels, des typologies d'engagement dont Yannick parle. Euh, Juste si voilà, si j'ai 1 minute, aborder un point un peu sombre maintenant, malgré tout, sur l'actualité quand même de l'engagement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des risques démocratiques auxquels on fait face, et donc sur l'engagement. Désolé de le reposer là, mais je pense que ça impacte fort l'engagement aussi, sur nos questions à nous, sur nos champs à nous. Le détricotage du droit de la participation et de l'environnement qui est en cours sur la CNDP, l'utilisation, ou plutôt le dévoiement de l'outil que sont les conventions citoyennes sur des sujets permanents de l'identité et de l'émigration tels qu'ils sont utilisés actuellement. Euh, les cahiers de doléances, il y a eu une actualité récente, et donc il y a eu un très beau numéro dans Sciences Humaines sur la question, où voilà, la directrice de la rédaction parle de la plus vaste consultation en expression libre de l'histoire, peut-être, qu'ont été ces cahiers de doléances, et rien derrière, et pas de prise en compte. Et donc, bah, je pense que les risques de l'engagement passent aussi par là, en fait, aujourd'hui, par des pouvoirs publics qui donnent cette image-là et qui appliquent des décisions dans le champ des politiques publiques sur la question du droit de la participation, sur la non-utilisation, sur la non-prise en compte dans des démarches que eux-mêmes impulsent. Moi, c'est pas mon sujet, la question associative, mais je pense que je renvoie là aussi, par exemple, à l'Observatoire des libertés associatives, qui fait un très beau travail et qui pointe du doigt des entraves aujourd'hui fortes aux libertés associatives, des entraves matérielles, des entraves judiciaires. Et je pense que sur cette question de l'engagement, si on n'observe pas ça, disons qu'il faut le faire pour nous aussi en tant que professionnels de la participation, pour ne pas être dans le déni, euh, et trouver des solutions pour pas être dans la neurasthénie, pour le coup, enfin voilà, à l'opposé. Et donc ça, c'est pas évident de faire face à ça. J'ai répondu un peu à côté, désolé, mais je laisse la parole à Ouais, Yannick, il est tard. merci beaucoup.
Ouais. Oui, Sylvie, je pense que vous avez absolument raison. C'est-à-dire que la question suivante, après ce long travail d'enquête sur l'engagement et cette meilleure compréhension de la diversité des processus d'engagement, c'est une enquête sur la décision. Regardez comment le pouvoir populiste, le Trump aux États-Unis, a mis en scène, comment dirais-je, une hystérie de décision. Il a voulu marquer sa prise du pouvoir par une avalanche de décisions et il ne cesse de décider. Alors, ce qui est intéressant l'expérience trumpienne, c'est que elle pousse l'expérience à la très grande échelle, mais chez nous, on a vu aussi la façon dont le pouvoir politique gesticule la décision, alors qu'en réalité, une part très importante de ce qui est présenté comme des décisions ne produit pas d'action. C'est un des enjeux de l'échec de la transition écologique, par exemple. C'est aussi très largement un des enjeux de l'impuissance de nos politiques économiques et de nos politiques industrielles. Et donc, il faut que nous nous interrogions sur ce que c'est que décider, et c'est probablement un des prochains chantiers de la Fonda que de faire cette enquête dans le monde associatif. Qui décide quoi? Que décide-t-on et quand décide-t-on dans une association? La question est intéressante parce que on sait par exemple pertinemment, quand on a un peu de pratique, que ce n'est pas dans les instances statutaires qu'on décide dans une association. L'Assemblée générale est un moment de célébration, d'approbation éventuellement, mais le vrai moment de la décision, c'est-à-dire où la décision déclenche de l'action et où l'action a un effet de transformation, à quel moment ça se produit? Eh bien, en réalité, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas et il faut que nous reprenions notre enquête pour mieux comprendre comment ça se passe, parce que un des ressorts fondamentaux de l'engagement, c'est la capacité à agir et donc la capacité, sinon à décider, en tout cas à contribuer à les décisions. Quand je m'engage, c'est que j'ai décidé de m'engager. Et si, pour que mon engagement produise du sens, il faut que cette décision vienne s'insérer dans un processus où il y a d'autres décisions qui produisent de l'action. C'est ce mécanisme-là que nous avons délégué pendant des siècles à nos institutions, que nos institutions ne sont plus capables de faire fonctionner et qu'il faut que nous retrouvions aujourd'hui. Merci beaucoup. On voit que là, on se retrouve tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le processus délibératif collectif pour une décision, c'est une matière qu'on travaille énormément. Et cette question de la décision, on voit bien là aussi, hein, les conseils municipaux, c'est pas le lieu de la décision. Et où se prend, de quoi est constituée une décision et comment elle se construit, c'est un sujet qui parle beaucoup à la participation citoyenne. Donc, on voit bien que on est parti chacun de notre côté, mais on se rejoint Absolument. fortement là-dessus. On repart de cette heure complètement, très très enrichi, très ouvert, très frustré aussi parce qu'on aimerait continuer encore une heure entière avec vous, Elian et Yannick. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est une petite parenthèse dans une journée chargée pour tout le monde, mais voilà, c'est un petit temps d'échange, pas assez d'échange à notre goût, malheureusement, mais à une prochaine fois. La prochaine, c'est le 30 avril, de 13 heures à 14 heures, avec Camille Bedoc et Christophe Beroy. Vous aurez tous les éléments sur le site internet, sur la newsletter, etc. Merci beaucoup, beaucoup aux uns et aux autres et à très bientôt. Maître, merci de votre invitation. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.